Vous aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé une présentation qui ne durera pas une heure. Donc, vous avez le devoir, l'occasion de m'interrompre tout au long de la présentation pour creuser certains aspects qui pourraient être nébuleux dans ma présentation. Je voulais aussi vous dire en introduction que je ne suis pas un spécialiste de tous les programmes, de toutes les règles fines de chacune des bourses possibles. Il y a cependant des gens qui le sont dans votre faculté et dans les programmes, dans les programmes de subvention. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à aller chercher de l'information complémentaire auprès de ces ressources-là. Les programmes évoluent constamment, les règles évoluent constamment, donc il se pourrait très bien que les chercheurs seniors comme moi ne sont pas toujours à la fine pointe des derniers développements. Par contre, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, j'ai participé à de nombreux comités, donc je vais vous faire une présentation qui est centrée vraiment sur comment, du point de vue d'un évaluateur, la performance s'apprécie, bon, etc. Donc, c'est vraiment le côté pratique d'évaluation que je vais vous présenter aujourd'hui. Peut-être un dernier mot avant de commencer plus concrètement, en vous disant que je devrais quitter vraiment à une heure précise. Et je vous ai mis à l'écran mon adresse courriel. Et donc, si jamais il y a des questions qui demeurent, n'hésitez pas à me contacter pour me les poser. Alors, on y va. Alors, je commence par vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de bourses et que votre travail d'étudiant, de doctorant ou d'étudiant de maîtrise, c'est aussi de connaître ces possibilités-là. Tout à l'heure, dans le mot d'introduction, on disait que c'est une affaire d'argent. Bien évidemment que c'est une affaire d'argent, mais c'est aussi une affaire et de préparation à la carrière de recherche et de création de conditions favorables à l'obtention de d'autres bourses au niveau supérieur ou d'un poste académique. Donc, faire des demandes de bourse pour celles et ceux qui veulent faire carrière en recherche, ce n'est pas une option potentielle. Même si vous êtes indépendant de fortune, ce n'est pas une option potentielle, c'est au cœur de votre métier. Donc, vous devez en faire. Pour faire ça, vous devez repérer les bourses qui sont accessibles et en vous intéressant à l'ensemble des bourses potentielles. Je vais faire un petit tour d'horizon. Il y a des bourses des grands organismes qui sont évalués par les pairs, sont compétitives, très compétitives, plus dans le domaine de la santé que dans le domaine social, en termes de compétition, mais dans tous les cas, il faut être préparé, il faut avoir un dossier qui convainc. Et elles sont prestigieuses. Obtenir une bourse du CSH, par exemple, c'est un marqueur de qualité dans votre CV qui pourra vous servir pour obtenir d'autres bourses ou d'autres postes éventuellement. Il y a aussi des bourses institutionnelles ou d'organismes thématiques. Par exemple, la Société Alzheimer du Québec ou du Canada a un programme de bourse qui touche toutes sortes de dimensions autour de la maladie, incluant des dimensions sociales, éducatives, etc. Donc, selon votre intérêt, selon votre thématique, vous devez aussi connaître ces bourses-là. Alors, elles sont parfois évaluées par des pairs, mais pas toujours. Elles sont parfois moins compétitives, mais pas toujours. Parfois, elles sont moins compétitives, mais il y a moins d'argent disponible, donc ça s'équilibre un peu. Elles sont un petit peu moins prestigieuses, mais elles importent beaucoup. Néanmoins, la concordance, alors pour les bourses de grands organismes, la scientificité, la performance, la qualité de ce que vous proposez est déterminant. Pour les bourses du deuxième niveau que j'évoque présentement, eh bien, c'est souvent la concordance entre votre thème et les priorités de l'organisme bailleur de fonds qui va primer. Il existe des répertoires de bourses. Je vous invite à les connaître, à les consulter, etc. Il y a aussi des bourses qu'on pourrait dire locales. Certains professeurs, certains centres de recherche, les facultés, etc., ont des petits programmes de bourse. Souvent, ce sont des petits montants,
Bon, des fois, on se dit, ben là, est-ce que j'ai envie de travailler 2 semaines pour obtenir 3 000 $? Eh bien, chacun décidera ce qui est bon pour lui ou elle, mais je vous conseille de plutôt quand même travailler, les obtenir, parce qu'elle crée une condition favorable pour obtenir de plus grandes bourses. Donc, il y a comme une gradation logique des bourses. Saisissez les occasions qui sont devant vous et donc postulez autant que possible. Pour le dire autrement, ça doit devenir une part de votre budget temps. Dans votre semaine de travail, il doit y avoir euh, quelques heures d'accorder ce qu'on pourrait appeler la gestion de la carrière. Et dans la gestion de la carrière, il y a faire des demandes de bourse. Alors, les professeurs reçoivent des subventions de recherche, pas tous, mais plusieurs reçoivent des subventions de recherche et plusieurs fonds s'attendent à ce que cet argent-là serve d'abord et avant tout à payer des étudiants. Et donc, vous pouvez être payé en salaire, mais aussi en bourse, parfois. Ce n'est pas tous les fonds qui le permettent, là, mais parfois, c'est possible. Ce qui procure un avantage fiscal. C'est un peu moins vrai maintenant qu'il y a quelques années, mais en tout cas, il y a un petit avantage fiscal. Mais surtout, ça procure un avantage symbolique. Lorsque vous allez concourir dans un programme de bourse régulier d'un grand organisme, mais vous pourrez dire, mais j'ai obtenu une bourse de 20 000 de tel professeur, etc., qui est un marqueur de performance. Si vous allez dans ce sens-là, je vous invite cependant à avoir une entente très claire avec votre superviseur sur ce qui va être fait avec ce montant-là. Parce qu'il peut arriver parfois que certains donnent une petite bourse et s'attendent que tout le travail soit fait. Alors, la bonne manière de faire, évidemment, ici, c'est de convertir la bourse en taux horaire pour ne pas dépasser, pour pas, dans le fond, travailler gratuitement pour celui qui vous donne les bourses. Alors, quand c'est votre professeur, ce n'est pas évalué par les pairs, c'est donc moins compétitif d'une certaine manière, c'est un peu moins prestigieux, mais ça a quand même des effets tels que je l'ai évoqué précédemment. Ces bourses-là, normalement, doivent avoir un lien étroit avec votre thèse ou votre mémoire, parce que l'université ne souhaite pas que vous travailliez sur 50 affaires différentes et un petit peu sur votre thèse ou votre mémoire. Et donc, idéalement, c'est qu'il y ait un lien le plus proche possible entre la thèse et la bourse donnée par un professeur. Donc, tout ça, toutes ces petites bourses-là, même les 1 000 je peux donner l'exemple des bourses des jardins, là, qui sont relativement faciles à obtenir. Eh bien, c'est des petits montants, mais quand vous en avez une ou deux ou trois, ça vous donne par la suite plus de chances pour les grands fonds. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, faire des demandes de bourse, ça fait partie de votre métier. Et pour celles et ceux qui poursuivront leur carrière à la recherche à l'université plus tard, soit comme professionnel, soit comme chercheur, comme professeur, eh bien, vous devrez poursuivre toute votre carrière ce travail de demande de fonds. Donc, les demandes de bourse, c'est une demande de fonds d'une certaine manière, et les acquis, les apprentissages que vous allez acquérir pendant ce temps-là de votre vie où vous faites des demandes de bourse vont être transférables dans la suite de votre carrière. Donc, ça vous permet de vous introduire au métier de chercheur. Il faut y aller, il faut soumettre. Il peut y avoir une part de hasard, pas au sens fort du terme, mais en tout cas, parfois, il y a des comités qui ont moins de demandes cette année-là, puis là, les taux de succès sont plus élevés. Parfois, il y a des années où le fonds a plus d'argent, etc. Donc, il faut y aller. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des insuccès. Hein. C'est pas tout le monde a une bourse, là, mais en tout cas, le fait d'y aller, le fait de soumettre, ça vous permet d'introduire de vous approprier votre métier et ça permet aussi de vous constituer un pool de textes. Alors, probablement que ça vous est déjà arrivé. Vous recevez un courriel du CRIFPE ou d'ailleurs qui vous dit, bien, pour le 15 septembre, il y a une bourse possible pour vous. Puis là, il est le 3, vous avez manqué de temps pour le faire, puis vous renoncez. Pourtant, le thème est intéressant pour vous, vous avez des chances. Lorsque vous continuellement produisez des demandes de bourse, bien, vous acquérez
une somme de bouts de texte, hein, des problématiques, des cas théoriques, des méthodologies, etc. Et ça vous permet de saisir l'occasion, pas en faisant du copier-coller complètement, mais en tout cas en puisant dans ce pool de textes-là et en l'adaptant aux particularités de l'organisme subventionnaire. Il faut toujours, hein, les organismes n'aiment pas ça quand ils perçoivent que la demande a été faite pour quelqu'un d'autre puis qu'elle a été, dans le fond, réutilisée. Mais, néanmoins, le fait d'avoir ce pool de textes est très important. D'ailleurs, les chercheurs qui sont très, très performants en recherche, c'est parce qu'ils ont plusieurs morceaux vite réutilisables pour saisir des occasions particulières. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas spécialiste de toutes les bourses qui existent, là, mais je vais vous parler en général des critères. En vous distinguant, puis là, vous êtes en éducation, vous êtes sensible à cette distinction-là, il y a des critères qu'on pourrait dire de qualification et des critères d'évaluation. La note est un critère de qualification. Autour d'un comité, là, il y a 50 demandes de bourse à évaluer. Eh bien, sur les 50 vont avoir les notes pour être qualifiés. Il y a des filtres en amont. Il va y avoir des gens à 4,3, des gens à 4, des gens à 3,8, mais il y a tellement de variations d'une université à l'autre, d'un programme à l'autre, que ce n'est pas ça qui va faire une grande différence. Ce qui fait la vraie différence, une fois qu'on a le droit de jouer, une fois qu'on est qualifié, ce sont les critères d'évaluation. Et là, les critères d'évaluation, ce qui distingue la bonne demande de la moins bonne, ce sont les indices réels de performance. Avez-vous publié? Avez-vous eu des communications? Êtes-vous dans des réseaux, etc. Et ça, c'est pas la performance pour elle-même, hein. C'est un indicateur que le candidat, la candidate, a ce qu'il faut pour accomplir son projet. Dans le fond, pour le dire simplement, c'est un critère de faisabilité. Quelqu'un qui a des preuves concrètes de performance, eh bien, il vient conforter l'évaluateur sur son potentiel de faisabilité. Autre famille de critères, on pourrait dire, ce sont des critères de scientificité. Ils sont très importants parce que la plupart du temps, l'évaluateur qui vous évaluera n'est pas un spécialiste de votre domaine. Il peut être un spécialiste en éducation, mais pas de votre domaine particulier. Et donc, il vous faut intégrer cela dans votre manière d'écrire votre demande de bourse. Il ne faut pas écrire pour votre superviseur. Il faut écrire pour moi. Pour moi qui ne connais pas tout à fait votre domaine, mais qui quand même va chercher dans votre texte des indices de scientificité. Est-ce que le texte est référencé? Est-ce que la méthodologie elle est solide? Est-ce que les nombres sont justifiés? Est-ce que le cadre théorique est cohérent aux objectifs, etc. Vous voyez, moi, je ne connais rien à la décimologie, par exemple, mais je suis capable d'évaluer des trucs quand même en m'appuyant sur ces attributs-là. Donc, soyez très, très attentifs à ce que tous les attributs de scientificité attendus soient là, et ce, peu importe la longueur permise pour écrire votre texte. L'argument de la longueur de la boîte d'écriture n'est jamais un bon argument, parce que d'abord, c'est un argument qui vaut pour tout le monde, qui est égal pour tout le monde, et vous devez tout de même en 2 pages, avoir une problématique, des objectifs clairs, un cadre conceptuel ou théorique, là, une méthodologie, etc. Il arrive même parfois qu'il faut faire des trucs très, très courts, et bien tout de même, il doit y avoir ça. Je donne un exemple. Là, quand on fait un résumé à soumettre pour un colloque, eh bien, tous les éléments de scientificité sont là, mais condensés. Et il est important que ça varie un peu d'un contexte à l'autre, mais c'est important que vous ayez une manière de montrer au lecteur que votre projet porte une pertinence, certainement pour le bailleur de fonds ou pour la société. Alors, une pertinence, c'est pas que voilà un sujet intéressant en lui-même. Je vous recommande
d'attacher l'intérêt pour lui-même à un objet social. Euh, euh, dans la vraie vie, l'école rencontre des difficultés, des enjeux, etc. Eh bien, votre travail doit permettre de contribuer à améliorer la situation. Je suis pas en train de dire que tous les projets doivent être ancrés sur une pertinence sociale unique. Pas unique, mais explicite, etc. Ce que je dis, c'est que si vous avez une capacité à montrer cette pertinence-là, c'est un avantage selon moi. Parce que le lecteur qui n'est pas un spécialiste pourra se dire, ben oui, c'est vrai, c'est important de résoudre ce problème-là ou de contribuer à le résoudre. Alors, qui vous évaluera? Alors, c'est moi, c'est des gens comme moi. Donc, souvent, en groupe, il peut y avoir deux ou trois lecteurs privilégiés, mais il peut y avoir d'autres personnes impliquées. Généralement pas un spécialiste de votre objet particulier, euh, mais néanmoins spécialiste de la science. Donc, vous voyez, il faut vraiment parler à un scientifique, pas un académique. Là. Peut-être, je vais tenter d'expliciter ce que je viens de dire. C'est que quand vous êtes étudiant, vous avez tendance, et puis c'est normal, on vous demande ça, à écrire un professeur, puis vous allez lui montrer que vous maîtrisez la différence entre tel auteur, tel courant, tel, etc. Eh bien, c'est pas tout à fait ça qui est attendu dans l'écriture de demande de subvention de bourse. Ce qui est attendu, c'est vraiment une écriture beaucoup plus directe où voici ce que je veux faire, pourquoi je le fais et comment je le fais. Attendez, j'ouvrirai le chat, je présume qu'il y a une question. Alors, sur la mobilisation des connaissances, je vais en parler un peu plus loin. Et l'autre question aussi sur les différentes publications, j'en parle un peu plus loin, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai bien en tête. Rappelez-vous que l'évaluateur a beaucoup de demandes à lire. J'ajoute même qu'il se pourrait qu'il vous lise dans un avion ou dans un train avec un petit léger mal de cœur, ce qui veut dire que vous devez d'être accompagnateur, accompagnatrice de cette personne-là. Donc, il faut qu'il y ait de la métacommunication. Il faut que vous accompagniez le lecteur, vous expliquez les concepts, etc. Il faut qu'il y ait une stabilité dans les lexiques et, j'en parlais tout à l'heure aussi, il faut respecter la forme imposée. Parce que le lecteur qui lit 50 demandes, il s'attend à ce que l'information X ou Y soit toujours au même moment. Alors oui, vous aurez le PowerPoint là, cet après-midi. Je continue. Alors, quelques conseils plus opérationnels pour réussir une demande de bourse. Avant d'écrire, il faut lire. Il faut maîtriser les règles du bailleur de fonds et je vous mets en garde, surtout au fédéral, ils parlent dans une langue que personne ne comprend. C'est écrit en français, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc, il faut prendre le temps de bien lire et éventuellement se faire interpréter ce qui est attendu en termes de règles, de critères, etc. Et pour ce faire, donc, les employés de la faculté et les employés des fonds en question qui peuvent vous traduire dans une langue compréhensible ces critères-là. Donc, prenez le temps de bien lire tout ça. Souvent, je vais peut-être parler pour moi, j'ai tendance à lire trop vite. Et là, j'accroche sur certains points qui sont saillants pour moi, pertinents pour moi. Et j'oublie certains aspects peut-être secondaires et qui pourtant ont de l'importance du point de vue du bailleur de fonds. Donc, écrire comme un chercheur, pas comme un étudiant, j'en ai parlé précédemment. Donc, ce n'est pas un exercice de maîtrise des écrits, puis c'est pas les nuances scientifiques, c'est pas la différence entre Bourdieu et Foucault, etc. C'est qu'est-ce que je veux faire, comment, pourquoi, etc. C'est beaucoup plus direct. Surtout si vous avez deux pages, trois pages pour convaincre. Si vous prenez trois paragraphes pour montrer la différence entre Auguste Comte jeune et Auguste Comte vieux, eh bien, c'est un temps que vous n'aurez pas ça peut être tout à fait intéressant par ailleurs, mais, dans votre thèse, mais pas pour
le lecteur précis qui est l'évaluateur. Donc, écrire pour se faire comprendre. S'il y a des concepts rares, vous devez absolument les expliquer. Faut faire attention. Parfois, on peut avoir tendance à vouloir répéter, à montrer qu'on maîtrise des mots complexes. On n'est pas, on n'est pas dans l'ordre de la séduction. C'est pas le moment de faire ça. C'est le moment d'avoir une écriture très directe qui reprend les termes imposés par le bailleur de fonds, sauf exception, évidemment. S'il y a des termes inadéquats, vous pouvez les transformer, mais il faut expliquer les particularités de votre champ lexical ou de vos choix. Bon. Cette semaine, ça m'est arrivé, j'ai fait une demande de subvention où j'employais le terme bivalent, qui veut dire dans les deux sens. Puis mes relecteurs m'ont dit, ben, ça donne quoi d'ajouter ça? On ne comprend pas bien ce que tu veux dire. Puis effectivement, je l'ai retiré. Puis le texte se tient très bien. Et le petit détail qui accroche l'esprit pour savoir pourquoi a été enlevé. Donc, c'est tout à fait correct. Il faut faire attention à l'écriture. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait de faute de français, parce que l'évaluateur pourrait faire une inférence de la forme sur le fond. Pour le dire simplement, il pourrait se dire, si l'écriture est imprécise, peut-être que le fond est imprécis. Et comme je ne connais pas, moi, bien le champ théorique ou les écrits scientifiques du domaine, eh bien, ça me sème un petit doute. Ou, si je le dis plus simplement, le lecteur pourrait se dire, bien, il ne s'est pas relu. Et donc, si ce n'est pas relu pour l'écriture, c'est peut-être pas relu pour le fond non plus. Donc, il faut que ce soit impeccable à cet égard. Faites-vous relire pour l'écriture et faites-vous relire aussi pour le caractère communicationnel. Donc, faites-vous relire par un senior. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Ce n'est pas forcément votre superviseur ou votre directeur de thèse ou de mémoire. Il faut que ce soit un superviseur ou un relecteur qui a déjà participé à des comités d'évaluation et qui a déjà obtenu des subventions. Ça arrive parfois que le superviseur est junior ou n'a pas beaucoup de subventions ou n'a pas beaucoup participé à ces activités-là. Eh bien, la conséquence, c'est que il pourrait vous pister sur des façons de faire qui ne sont pas en usage réellement dans la pratique effective. Je l'ai dit quelques fois depuis le début, quand vous avez un formulaire, dans l'entête du formulaire, on vous dit, vous devez, dans la section suivante, exposer l'état des connaissances, formuler vos objectifs et justifier, je ne sais pas moi, la clientèle qui vous intéresse. Eh bien, n'inventez pas une forme, reprenez ce qui est imposé par le texte dans les libellés du texte. Donc, vous dites, point 1, en gras, point 1, état des connaissances. Là, vous faites votre état des connaissances. Point 2, objectif. Là, vous faites vos objectifs. Vous ne pouvez pas, j'ai déjà vu souvent des gens qui se plaignaient après, ne comprends pas, ils disent qu'il n'y a pas d'état des connaissances, pourtant il y en a un à page 3 puis un petit bout à page 5. Ce n'est pas un bon argument. Le lecteur, il s'attend à ce qu'on lui place l'information dans l'endroit prévu et dans les lexiques prévus. Par exemple, quelqu'un pourrait glisser au début, au milieu, à la fin de sa problématique une forme d'objectif et qu'il n'y a pas le mot objectif dedans. Ce n'est pas à l'évaluateur de se poser la question, est-ce que c'est ça l'objectif? Il faut que ce soit clair, objectif en gras, 2 points, qu'on le met. Je voulais aussi vous dire que tantôt, j'ai parlé de la longueur, de l'espace que vous avez pour compléter. C'est important d'utiliser 100% de l'espace. Pas 80%, pas 95%, mais 100%. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout pacter et qu'il n'y a pas d'air. Il peut y avoir un peu d'air, mais s'il y a 3 lignes de libre à la fin et que l'évaluateur estime que vous n'avez pas justifié, par exemple, vos tests psychométriques,
Mais il se dit, ben là, je ne comprends pas, il y avait trois lignes pour le faire, puis il ne l'a pas fait. Donc, moins deux points. Vous voyez, quand tout l'espace est pris, ça réduit le risque d'être critiqué dans ce sens-là. Alors, quelques conseils sur l'écriture. Alors, vous pouvez mettre des schémas, des tableaux, c'est tout à fait bien. Ça permet de dire beaucoup de choses en peu de mots, mais ces schémas-là doivent être parfaits parce qu'ils attirent beaucoup l'œil. L'évaluateur, ça se pourrait qu'il vous lise une fois, puis que le matin du comité, là, vous regarde ça, scanne votre texte rapidement et que son œil s'arrête sur le schéma. Donc, ce n'est pas un moment de créativité des schémas. L'idéal, c'est de prendre des schémas validés, reconnus, etc. Et ils doivent être en droite ligne avec vos objectifs. S'il y a de la torsion, si ce n'est pas les mêmes mots, il vaut mieux pas avoir de schéma. Donc, mettez-en en autant qu'ils soient parfaits. Sur la longueur, je l'ai dit tout à l'heure, un petit commentaire, là, ça peut paraître étonnant. Mettez des références. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des demandes qui n'ont pas de référence, surtout des méthodologies qui n'ont pas de référence. Et ça, c'est très étonnant. C'est un gros problème, surtout dans un contexte où l'évaluateur n'est pas un spécialiste de votre objet particulier. Je vais faire des entrevues. Très bien. De quel type? Il y a 5, 10, 20 types d'entrevues différents. L'avantage de mettre une référence, c'est que vous dites beaucoup de choses en 2 mots et demi. Quand vous dites « je fais un entretien d'explicitation », vous mettez en parenthèse Vermèche 2000, ben, tout le monde comprend. Ben, tout le monde comprend. En tout cas, il y a de l'information qui permet de comprendre quel type d'entrevue vous allez faire. Donc, vous voyez, sur un titre personnel, quand je vois une méthodologie générale, là, je phénoménologie, entrevue, puis analyse inductive, Payet et Mukeli, ce n'est pas assez pour moi. Ça prend plus de détails et plus de preuves de scientificité, donc davantage de références. Là, entendez-moi bien, là, Payet Mukeli, c'est très bien. C'est super bien. Mais il faut faire attention à ne pas juste l'utiliser de manière très éthérée. Il faut que ça soit ancré. Alors, dans le domaine de l'éducation, vous avez un avantage. Vous êtes des grands spécialistes des objectifs. Je vous ai mis à l'écran un truc que vous connaissez sans doute, là, la typologie de Bloom. Là. J'imagine bien que la plupart d'entre vous avaient été exposés à ça. Servez-vous-en aussi pour écrire des demandes de bourse. Pourquoi? Parce que ça permet de structurer les objectifs. Donc, je vous suggère de ne pas mettre une liste d'objectifs, mais bien une structure d'objectifs. Il ne s'agit pas de dire d'écrire A, d'écrire B, d'écrire C. Il s'agit de d'écrire A, en dégager des déterminants et expliquer ceci, cela. Vous voyez? D'écrire, en dégager et expliquer, on voit bien qu'une progression. L'avantage de la progression, c'est que vous pouvez donner du poids à chacun de vos objectifs. Quelqu'un pourrait mettre un objectif explorer. On s'entend, on comprend alors que ce ne sera pas une preuve très costaude. Si au contraire, vous mettez le terme expliquer, on s'attend qu'à une structure de preuve très costaude. Et donc, dans votre demande de bourse, il peut y avoir des objets pour lesquels vous êtes très rigoureusement ancré, très étroitement ancré, d'autres un peu moins. Et vous pouvez donc étager l'intensité de votre action. Alors, je vais lire la question qui vient d'entrer. Avec un nombre de références limité, faut-il nommer les références pour chaque instrument qui sera utilisé, par exemple, ainsi de suite? Mais ça, c'est un problème, évidemment. Là. Puis là, il y a des petites solutions simples à ça. C'est par exemple d'employer le Vancouver Style là, qui ne prend pas beaucoup de place. Vous savez, c'est les exposants. Là.
c'est mieux que c'est moins long que l'APA. Et donc, la réponse est plutôt oui, là. Surtout si c'est un bon exemple, les variables, euh, il se pourrait que la personne ne comprenne pas bien ce que vous faites, mais qu'elle a une bonne compétence en stats, là, puis qu'elle voudra s'assurer que vos outils sont bien fondés scientifiquement. Donc, oui, oui, il faut autant que possible mettre ces références-là, surtout dans la partie méthodologie. Juste vérifier si je n'ai pas rien oublié dans le chat. Je pense que non. Alors, je reviens sur la structure d'objectifs. Pour moi, c'est l'élément clé, là. C'est, faut en parler des semaines, des mois avec votre équipe de supervision, là. Une fois que, une fois que la structure d'objectif est là, la méthode découle, tout découle. Donc, il faut vraiment travailler soigneusement. Il faut que le lecteur, alors les concepts ou les objets sur lesquels les verbes vont s'appliquer doivent être dans le titre. Il ne faut pas qu'il y ait si vous marquez, si dans votre titre, vous marquez, vous indiquez, je ne sais pas moi, sentiment d'auto-efficacité, mais que dans vos objectifs, c'est un autre concept proche, mais qui n'est pas le même lexique, ça, c'est un problème. Donc, il faut que le titre, les objectifs et la méthode soient alignés. Idéalement, expliciter le lien entre chaque objectif et la méthode. Les entrevues, objectifs 1 et 3. L'observation, objectif 2. L'analyse documentaire, l'objectif 1 et 4. Comme ça, le lecteur fait une structure mentale. D'ailleurs, peut-être pour les gens du CRIFE, c'est peut-être une bonne formation à donner pour la suite. Là. Il existe des frames pour structurer une thèse ou un mémoire. J'ai en tête Maxwell, mais il y en a d'autres, là, qui dit, ben voici, il y a 5 composantes essentielles. D'autrement, je vous invite, pour les demandes de bourse et pour votre thèse ou votre mémoire, à avoir comme un concept de thèse l'objet, les questions, les objectifs, les retombées, etc. Et les transferts de connaissances. Bref, il y a plusieurs modèles de cet ordre-là. Là. Donc, retenez de ce que je dis dans cette diapo-là, il faut que l'objectif structure tout le texte. Si le lecteur voit qu'il y a un écart entre l'objectif, par exemple, et les métaux, eh bien, ça ne marche pas. C'est un gros problème structurel. Donc, l'évaluateur cherche avant tout les indices potentiels d'avancement des connaissances. Et pour qu'il y ait avancement des connaissances, il faut qu'il y ait état des connaissances. Donc, je vous invite à montrer que vous connaissez votre objet. Je donne un exemple simple. Là. Si vous travaillez sur le leadership, eh bien, il y a des millions de textes publiés sur le leadership. Et donc, la solution simple, c'est de faire une recension des recensions. Pas les 10 000 ou les 100 000 textes, c'est les dernières méta-analyses. Lisez tout, mais soyez attentifs aux conclusions. Et souvent, les conclusions indiquent les trous de connaissances. Quand vous dites Trisha Greenhalgh, 2012, dit qu'il y a une carence de connaissances sur 2022 sur le leadership, spécifiquement sous l'angle X ou Y, eh bien là, c'est vraiment une grande preuve que votre demande de bourse elle est pertinente. Donc, pas un concours littéraire, j'en ai parlé tantôt, ni académique. Il faut que votre projet soit original. Original, ça ne veut pas dire flyé. Original, c'est au sens de ce que j'ai dit précédemment, qu'il y a un trou de connaissances à combler. Il faut qu'il porte une pertinence sociale autant que faire se peut. Il faut qu'il soit spécifique. Ce n'est pas un discours général sur le sens de l'univers que vous faites là. C'est vraiment, il y a un problème concret, vous pouvez parler. L'entonnoir est comme ça, évidemment. Là, donc, en haut, ça peut être un peu général, mais en bas de l'entonnoir, il faut qu'il y ait des objectifs extrêmement spécifiques qui vont permettre à l'évaluateur de se dire, ben oui, si la personne accomplit son travail, eh bien, son mémoire, sa thèse,
eh bien, il y aura une contribution au savoir, à la connaissance. Soignez le titre, dont une pertinence sociale, je en ai parlé tantôt, et soignez le résumé, car le sens du lecteur s'y ancre. Souvent, sur moi, je travaille pendant 6 mois à faire une demande de subvention, puis comme tout le monde, là, la veille ou l'avant-veille du dépôt, là, je finalise les petites boîtes secondaires comme le résumé, et souvent, c'est un peu moins bien fait, là. Or, c'est une erreur. C'est dans le résumé, vous pouvez orienter le regard du lecteur. Mon maître, Yves Lenoir, que vous connaissez peut-être un peu au moins par les écrits, avait l'habitude de commencer ses demandes de subvention comme ceci. La présente étude porte sur et vise à. C'est une phrase. Et l'avantage, quand il est dans le résumé, c'est qu'elle oriente le lecteur directement sur un niveau de sens. Alors, commencez tôt, évidemment. J'ai eu beaucoup d'étudiants boursiers et la plupart des étudiants boursiers qui ont du succès, c'est parce qu'ils ont été encadrés vite, là, même dès le baccalauréat. Alors, si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave, là. On peut toujours rattraper, mais ayez une vision à long terme. Si vous n'êtes pas certaine d'aller au doctorat, quand même, préparez-vous au cas où. Et comme ça va être si la porte s'ouvre pour vous, si l'intérêt devient clair, ça sera plus facile. Concrètement, je donne un exemple concret. Quand un étudiant au baccalauréat me dit, moi, je suis tenté par le doctorat, eh bien, je l'intègre dans mes projets d'écriture, puis il arrive au bac avec un article ou deux comme co-auteur, puis là, ça distingue des autres, puis là, il obtient la bourse, puis là, il y a un cercle vertueux qui se crée. Et donc, dans vos relations avec vos superviseurs et vos employeurs, parce que peut-être qu'il y a des profs qui ne sont pas vos superviseurs, ben, il faut que ce soit un critère de choix pour vous. Il faut que votre superviseur ou votre employeur académique vous permette de coécrire, de co-signer, qui vous intègre dans des projets, qui vous invite dans ces activités. Sinon, c'est le contraire. C'est comme une spirale qui tourne dans le mauvais sens. Là. C'est pas une bonne chose. Évidemment, commencez tôt, parce qu'il faut écrire, réviser, réécrire, prévoir les lettres, etc. Et la révision par un senior, ça prend du temps, parce que le senior peut être occupé. Et donc, vous devez, lui, vous ne pouvez pas aborder un senior en lui disant eh bien, on est vendredi, lundi, je dépose ma demande de bourse, peux-tu le faire? Peux-tu la relire? Il risque de le faire trop vite ou pas le faire, et ça, c'est un problème. Donc, vous devez intégrer des délais là, que vous ne contrôlez pas, la révision de votre superviseur, peut-être la révision de votre faculté, etc. Il faut l'intégrer. Et c'est important de le faire. Moi, j'ai obtenu plusieurs subventions dans ma carrière. Et ce qui fait les conditions qui ont été déterminantes à ça, c'est le fait d'avoir eu des seniors autour de moi comme Yves Lenoir ou Régent Hébert en santé, le fait d'être dans des centres de recherche qui m'offraient du soutien, et aussi le fait d'avoir accepté que des gens, par exemple du bureau de la recherche, me relisent et me critiquent. Bon, parfois, c'est un peu difficile pour l'ego, mais en général, la conséquence, c'est que ça améliore beaucoup, beaucoup le produit en termes de communication. Pour votre CV, vous devez tout mettre, mais tout mettre ce qui a rapport à la performance et à votre objet d'étude. Je vous invite à faire relire votre CV par le senior en même temps que votre dossier. Il pourra vous dire de mettre ça en valeur, de tasser ça, etc. Pour les gens qui commencent, c'est sûr que parfois, il n'y a pas grand-chose à mettre, mais il vaut mieux mettre ce petit quelque chose-là, surtout s'il a un lien avec votre objet d'intérêt. Si vous êtes plus avancé, vous êtes au doctorat, vous pensez à une bourse postdoctorale, etc., vous avez énormément, par exemple, de communication orale, mais pas beaucoup d'écrit. Peut-être que c'est un signe qui va être mal lu.
par l'évaluateur. L'évaluateur va toujours lire votre CV en fonction de votre avancement dans la carrière. Et donc, ça, c'est un des principes fondamentaux. Là, vous devez, dans le CV, pour préparer votre CV, toujours prioriser les écrits sur l'oral, mais je vais y revenir tantôt. Faire attention aux petits points. Je parlais tantôt du résumé. C'est là que le transfert de connaissances est un sujet important. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Il y a une grande boîte à remplir, votre projet, puis une petite boîte résumé, puis une petite boîte transfert des connaissances. Bon, par exemple. Euh, vous travaillez 6 mois à faire le gros texte, puis vous faites dans la nuit avant la soumission les 2 autres petits textes. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Alors, sur les 50 demandes de bourse que l'évaluateur va recevoir, il y en a 2 ou 3 qui sont outstanding, qui sont vraiment wow. Ça, il va avoir la bourse. Il y en a peut-être 10-15 qui sont vraiment pas dans la course. Donc, il va en avoir 35, 38 qui sont toutes finançables, mais il y a 10 bourses à donner. Ces 38-là, il y en a à 82, d'autres à 81, d'autres à 78, d'autres à 82,5. J'ai vu parfois dans des comités faire même des dixièmes de points. 82,1, 82,2. Donc, vous comprenez bien que le petit détail, là, la petite boîte, là, les 2 points donnés pour le transfert de connaissances, ils peuvent faire la différence quand on se situe dans le groupe du milieu, qui est le groupe beaucoup plus nombreux, évidemment. Je reviens sur le CV, je me rends compte que ce n'est pas dans le bon ordre. Là. Si vous avez des particularités dans votre CV, genre note française ou note marocaine ou algérienne, etc., prenez le temps de les expliquer pour que l'évaluateur en tienne compte. La plupart du temps, ils sont sensibles à ça. Ils font attention à ça, mais quand même, là, prenez pas de chance, là, rappelez la valeur de ce que vous faites. Attendez, donc, il y a une question bien derrière. Là. Oui, pour les références, tantôt, j'ai parlé du Vancouver Style. Il faut respecter les règles du fond. Là. Après, qu'un évaluateur aime moins ça, ça se peut. Mais il faut souvent faire des compromis raisonnables. Là. Vaut mieux ça que manquer de référence, à mon avis. Mais ça, j'ai la misère à lire un petit commentaire. Attendez, non. Alors, ça, c'est pas long. OK. Je continue. Sur les lettres de référence, faut les demander tôt. Et je vous invite à demander de les relire. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais c'est arrivé parfois qu'on voit des lettres de référence mal faites, bâclées, bon étudiant. Tu sais, genre, il y a 20 lignes, puis la personne remplit 3 lignes. Là, ça dessert beaucoup, beaucoup l'étudiant parce que l'évaluateur se dit, ben, le message que m'envoie le répondant, c'est que ce n'est pas un étudiant qui mérite d'être subventionné. Donc, relisez-les, assurez-vous du contenu, de la qualité du contenu. Rappelez-vous que dans les lettres peut rentrer de l'information pour laquelle vous n'avez pas de place dans la demande. Par exemple, vous n'êtes pas capable d'expliquer que vous êtes sur un comité très important au ministère de l'Éducation. Peut-être que votre répondant, avec votre concours, pourra écrire. On voit bien que cet étudiant-là est excellent. Il a même été recruté dans un comité prestigieux au ministère, etc. Tiens. Pas si vous voyez. Donc, quand vous intégrez l'écriture. Alors, il y a le micro qui vient de s'ouvrir. S'il vous plaît, le fermer. Merci. Lorsque vous devez choisir des gens qui sont en externe, prenez le temps de bien les choisir avec votre superviseur.
faut éviter les emmerdeurs, il faut éviter ceux qui font les trucs à la dernière minute, etc. Et autant que possible, les gens qui sont pertinents au fond visé. Alors, c'est là que je voulais parler du CV. J'ai évoqué tantôt que que l'écrit vaut toujours plus que l'oral et utiliser l'oral comme étant une étape vers l'écrit. Quand on est jeune, on est toujours impressionné de se ramasser à Savannah, au sud des États-Unis, pour un colloque. Mais c'est 3 jours avant, 3 jours après, transport, etc., parfois du décalage horaire. Et donc, ce temps-là, c'est pas le plus performant. C'est le plus agréable, peut-être, mais c'est pas le plus performant. Donc, ça règle un peu le problème quand on se dit, je m'en vais faire une communication orale et je vais la mettre je vais l'utiliser comme première étape vers la rédaction d'un article. Tester une idée, tester une structure narrative, etc. Exiger de co-signer les articles auxquels vous collaborez. C'est de moins en moins un problème, mais si c'est encore un problème pour vous, là, vous devez agir là-dessus. Je vais même dire de quoi qui va peut-être choquer, là, mais c'est peut-être un critère pour changer de superviseur. Là. Si votre superviseur ne vous inclut pas dans ses projets d'écriture, là, sur lesquels vous collaborez, évidemment, c'est un problème. Alors, moi, je vous invite. Alors, il y a plein de débats sur les facteurs d'impact, là, puis c'est pas bon, puis c'est ci, puis c'est ça, puis la productivité, etc. Tout de même, euh, tout de même, un article dans une grande revue importante dans votre domaine, c'est plus important que 10 articles dans des revues mineures. Si vous réussissez à publier dans une revue importante dans votre domaine, écrivez-le. Cette revue-là est importante, etc., elle est parmi les plus citées, etc. Et malheureusement, vaut mieux avoir un article en anglais que 10 articles dans l'enseignant du Québec, par exemple. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. Et les gens autour de vous vont avoir des CV qui, eux, vont avoir de tels articles. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la gestion de votre carrière, dans la journée que vous donnez à votre gestion de carrière, il doit y avoir un temps de travail sur les publications, etc. Et puisque ce temps de travail-là est limité, je vous invite à choisir les activités les plus payantes et plus utiles. Pour les gens qui sont à la maîtrise, qui se disent peut-être en ce moment même, en se grattant la tête, ouais, mais moi, je n'ai pas ça, etc., euh, parlez-en avec votre équipe de direction. Euh, Participez aux activités de votre centre de recherche. Inscrivez-vous aux activités d'écriture. L'université offre des cours, des cours oui, sur l'écriture scientifique et ça va vous amener vraiment ailleurs. Et ça peut faire une différence. Donc, pour les plus jeunes là, parmi nous, euh, c'est pas, vous ne devez pas être bon tout de suite. Là. Il n'y a pas d'attente à cet égard. Mais vous devez vous mobiliser dans ce sens-là pour avoir un CV qui vous prépare à chacune des étapes qui sont devant vous. Attendez donc. Alors, est-ce que les propositions d'articles peuvent être inclus? Euh, D'abord, ça dépend des règles des fonds, mais parfois oui. Et la plupart du temps, les gens s'attendent à avoir une preuve de soumission. Ce que moi, je ne mets pas, c'est article en préparation. Il y en a qui le font, là. Il y a des évaluateurs qui n'aiment pas ça parce que c'est plutôt quand ce sera fait, tu reviendras. Là. Ben oui, oui, Vincent Beaulac écrit que peut-être que mon discours est anxiogène, là. Il faut vivre, il faut travailler, il faut étudier, etc. Ça, je le comprends bien. Ce que je dis vaut surtout pour celles et ceux qui font le choix ou qui ont une réflexion sur faire carrière en recherche. Si vous êtes à la maîtrise, puis vous pensez terminer bientôt, là, puis pas aller plus loin, ce que je dis n'est pas toujours utile.
Puis peut-être que la bourse, pour vous, est surtout une occasion de vous dégager de l'obligation financière. Mais il me semble important que vous sachiez que obtenir une bourse, ça sert aussi à préparer une carrière en recherche, si tel est votre désir, bien entendu. Alors, souvent, il y a des étudiants qui se disent, ben, je ne suis pas prêt, m'attendre un an, etc. Euh, Peut-être que vous pouvez attendre un an, mais de plus en plus, les cycles sont raccourcis, puis il y a des mains de barre de fond qui comptent l'année que vous avez préparé votre dossier, là. Je dirais qu'il vaut mieux y aller euh, et prendre de l'expérience ce faisant. L'étudiant étranger, je l'ai dit tantôt, expliquez bien votre parcours sur des particularités. Si vous n'avez pas, si vous venez d'un pays qui n'avait pas d'accès à des bourses, vous pouvez trouver une manière de le dire, éventuellement dans les lettres de vos superviseurs, etc. Alors, pour vous aussi, il y a des bourses qui ne sont pas accessibles. Alors, je ne connais pas bien ça, là, mais si vous avez l'intention de faire une demande de statut permanent, faites-le le plus vite possible. D'abord, sachant que les temps sont longs, là, il y a des délais malheureusement très longs. Puis surtout, peut-être ça va vous donner une chance d'appliquer une bourse sur la fin de vos études, par exemple. Je voulais vous dire, puis là, j'arrive près de la fin, là, euh, quand vous obtenez une bourse, il n'y a pas personne qui, dans un an, va venir vous vérifier si vous avez fait ce que vous avez dit que vous allez faire dans la bourse. Les bailleurs de fonds vous donnent une bourse sur la base de potentiel. Et donc, vous pouvez faire évoluer votre projet. Euh, Même le faire évoluer beaucoup. Euh, alors, il faut le faire avec précaution, avec votre équipe de direction, etc., mais ce n'est pas un contrat moral que vous signez. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont étonnamment obéissants, c'est-à-dire, il y a 2 ans, j'ai dit que j'allais faire ça, puis là, c'est plus une bonne idée, je ne suis plus capable, peu importe. Puis là, vous craignez d'être mis au pilori par le beurre de fond, ça n'arrive pas. La seule affaire qui n'est pas bougeable dans votre demande de bourse, c'est votre université de rattachement, votre directeur, votre directrice. Puis même ça, il y a des transferts possibles, il faut demander la permission. Donc, vous l'avez, vous continuez votre développement, et si ça vous amène ailleurs, c'est correct. C'est un signal aussi, le fait d'obtenir une bourse à la maîtrise, c'est comme une condition favorable à penser une suite en carrière, de carrière en recherche. Donc, vous avez eu votre bourse à la maîtrise, ça vaut la peine de vous asseoir avec votre blonde, votre chum. Est-ce que ça me tente de faire ça, avec votre superviseur, etc., puis de tenter d'ouvrir la porte si c'est cela que vous voulez, bien entendu. Vous pouvez décliner des bourses. Vous en avez 2, 3, 4, vous en avez 3. Il y a des bourses qui sont mutuellement exclusives. Très bien. Vous retournez l'argent, mais vous gardez la bourse à votre CV. Quelqu'un qui a eu plein de bourses en même temps, j'ai un étudiant qui était un des premiers à Sherbrooke à obtenir la bourse Vanier, qui à l'époque était très, très. Il y en avait 2 ou 3 au Canada. De mémoire, c'est le premier en sciences sociales à l'avoir à Sherbrooke. Ben, il a décliné d'autres bourses. Ben, dans son CV, il y avait la bourse Vanier, avec un gros montant d'argent, puis d'autres bourses secondaires déclinées. C'est marqué décliné. Puis là, l'évaluateur voit que c'est vraiment performant. Peut-être, est-ce que j'ai oublié une question? J'avais promis de revenir sur celui que je l'ai fait. Sur le transfert de connaissances, c'est de plus en plus attendu qu'il y ait euh, une bonne sensibilité au transfert de connaissances et pas qu'à travers les colloques scientifiques. Donc, si vous avez des partenariats avec des partenaires de terrain, des écoles, des commissions scolaires, ministères, syndicats, etc., c'est l'occasion de le valoriser et ça donne une contenance plus concrète à votre projet au regard du transfert de connaissances. Vous êtes des jeunes aussi, donc profitez donc de votre connaissance, de votre compétence sur les réseaux sociaux pour aller euh, au-delà des modes traditionnels. Alors, Sansine a une question. C'est Oui? c'est pas vraiment moi Ah.
il y a des questions, mais dans le chat, il y a quelques commentaires parce que je vois le temps qui file. Donc, si c'était possible de répondre à Rémi Paré-Beauchemin, je pense que c'est déjà fait, là. Mais Vincent Beaulac, et puis oui, puis Rémi Paré-Beauchemin aussi, il repose une deuxième question. Vous avez ça dans le chat. Je pense avoir répondu à toutes les questions, si je les regarde. Peut-être Okay. celle sur le cercle vicieux, là. Vous avez raison, c'est comme il faut travailler pour avoir des bourses, puis les bourses nous font travailler plus, puis etc. Mais pour celles et ceux qui ont envie de la carrière en recherche, c'est l'univers dans lequel on est. Euh, on n'arrête pas de faire des demandes de subventions, puis ça nous fait travailler. Moi, je pense qu'il faut l'intégrer à notre budget temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en plus de mon travail d'étudiant ou de chercheur, c'est mon travail de chercheur. Dans le cas des étudiants, j'accepterais qu'il y a des gens qui disent ben, c'est pas tout à fait mon travail, mais c'est certainement votre travail si vous êtes tenté par la carrière en recherche. Donc, c'est pas en plus, c'est dedans. Ça, est-ce que j'ai oublié je pense les avoir toutes faites, mais. Il y a des commentaires qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc, on a des messages, j'en ai plusieurs. Donc, le PowerPoint va arriver tout à l'heure. Il y en a un Oui. qui est... Sur la faisabilité, il faut vraiment que je parte après, là. OK, oui. La faisabilité, c'est beaucoup d'aspects. Si vous dites, je m'en vais dans le Grand Nord faire la tournée des 15 communautés inuites, là, tout de suite, c'est qui va payer. Ça, c'est la faisabilité concrète. C'est la faisabilité en termes de compétences. Vous travaillez sur un sujet extrêmement complexe. Votre équipe de supervision n'a pas de compétences dans le domaine. C'est un problème. La méthodologie. Est-ce que la méthodologie vous permet de répondre à votre question? Si vous dites, je vais prouver l'impact de, mais que vous faites que des entrevues, ben, ce n'est pas tout à fait une preuve d'impact très forte, là. Donc, la faisabilité, c'est à la fois pragmatique et scientifique. Je pense qu'il est temps de conclure malgré les commentaires. Peut-être que les participants pourraient vous envoyer Oui. les questions directement. Donc, pour conclure, je voudrais vous adresser un gros merci au professeur Couturier pour cette belle présentation. Et puis, je souhaite aussi la meilleure des chances pour tous les doctorants qui sont présents aujourd'hui là, pour l'obtention prochaine de bourses de la part d'organismes de subvention. Donc, bon dîner, puis au plaisir de vous recevoir dans d'autres midi-conférences.